Alors, sans plus tarder, et je ne peux pas, effectivement, comme l'a fait mon collègue précédemment, remercier le professeur Belkhadir, le professeur Ben Abed, pour m'avoir convié. Et pour moi, c'est véritablement un grand honneur et un grand plaisir que de parler d'une session, en particulier de la vaccination chez la personne diabétique. Et puis, je ne peux effectivement pas non plus ne pas exprimer mon émotion quant à devoir parler devant un de mes maîtres de médecine interne, parce que, euh, pour juste pour mémoire, en rentrant à la faculté de médecine en 92, c'était bien le professeur Alaoui Moulay Tahar, notre doyen, et à qui je rends un très grand hommage avant de commencer cette présentation. Alors, je ne ferai pas du tout, on a assez de retard, parler de l'épidémiologie, parler du problème de santé publique et le diabète, ça a été éminemment bien exprimé par mes collègues précédemment, que nous avons une pathologie assez lourde, assez grave, avec un coût économique assez important. Et le coût économique dont a parlé le professeur Jafar Hekil, que je remercie énormément, était lié effectivement à la maladie, aux hospitalisations, aux médicaments. Mais un élément très important, c'est que le diabète, ça entraîne aussi des infections. Et les infections aggravent aussi le diabète par des complications. Et on va voir ensemble comment pourrions-nous, vraisemblablement, par des datas, par de l'évidence-based medicine, savoir quelle est la place de la vaccination chez le sujet diabétique. Et bien sûr, on a parlé de transition démographique et en tant que casquette de gériatre, je ne peux ne pas parler du diabète sujet âgé, c'est le diabétique. On est quand même à une véritable transition démographique, comme l'a dit le docteur Roslani, qu'en l'espace de 10 ans, 30% de la population âgée a été augmentée, que l'accélération ne va qu'en augmentant, et on sait très bien que chez le sujet âgé, eh bien, le diabète fait partie des affections les plus fréquentes. Et puis oui, c'est vrai que le diabète, en dehors du profil, du contrôle glycémique, et on sait que l'hyperglycémie, quand elle n'est pas contrôlée, donnera lieu à certaines infections, mais on sait très bien que le diabète, qu'il soit de type 1 ou même de type 2, donne des dérégulations immunitaires, que ce soit l'immunité à médiation cellulaire, que ce soit l'immunité à médiation humorale, et c'est de là où a été ouverte cet arsenal, cette possibilité thérapeutique quant à la biothérapie dans le contrôle de diabète de type 1. Et on sait que chez le sujet diabétique, on a un dérèglement immunitaire et on a aussi donc un surrisque d'infection. Maintenant, un sujet diabétique contrôlé, c'est vrai qu'on aura moins de risques de faire des infections. Mais un sujet diabétique non contrôlé, cette glycémie, cet environnement hyperglycémiant va rendre compte de la virulence de certaines infections, qu'elles soient virales, qu'elles soient bactériennes, qu'elles soient mycotiques, et on va voir que ça va donner des infections très invasives, des infections destructrices et des infections qu'on aurait pu justement prévenir via la vaccination qu'on connaît très bien. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de vous faire le listing des infections qui sont les plus fréquentes, mais on sait très bien que chez le sujet diabétique, le poumon est un site de prédilection, les urines aussi, et la peau. Et que quand on voit un petit peu dans cette très belle étude rétrospective, dans un corps de registre, on a pris en fait sur une période de 20 ans les personnes aux USA diabétiques versus les personnes non diabétiques et qu'on a voulu voir un petit peu quelle est la mortalité liée à l'infection, non pas la mortalité liée aux complications vasculaires du diabète. Eh bien, un sujet diabétique va faire plus d'infections et plus d'infections gravissimes qui vont le tuer. Donc, premier message, infection fréquente, oui, infection grave, oui. Autre étude, rétrospective là aussi, mais c'était des études de cohorte et des études sur cas témoins, on a essayé de voir quelles étaient en fait les relations, le type d'infection qui entraînerait le plus de décès et le plus de risques d'infection, le type d'infection et surtout le risque de décès. Eh bien, on a les infections cutanées, bien sûr, les infections génito-urinaires, on ne vous l'apprend absolument pas, mais on a aussi les infections respiratoires. Et quand on parle d'infections respiratoires, la plus fréquente, les plus fréquentes chez nous, comme dans le monde, ce sont les infections virales. Et parmi les infections virales, le virus de la grippe. Donc on sait très bien que le virus de la grippe, on va voir un petit peu que ça paraît une infection faussement bénigne, mais particulièrement chez le sujet taré, chez le sujet diabétique, chez le sujet âgé, c'est le sujet avec d'autres comorbidités, eh bien la grippe va tuer. Et on voit un peu des chiffres qui font mal. Des chiffres qui font mal, pourquoi? Parce que souvent, justement, il y a non pas une méconnaissance, mais une sous-estimation de la gravité de la grippe chez le commun des mortels, mais aussi chez nous les soignants. Et souvent, on n'a pas le réflexe
de justement proposer la vaccination. Je ne parle pas du patient diabétique, mais je parlerai aussi des patients qui sont éventuellement sous thérapeutique immunosuppressive. Et quand on voit un petit peu la couverture vaccinale maintenant, grâce à tous les phénomènes de campagne de sensibilisation, la grippe commence à être effectivement bien élargie, que ça commence à être bien, que la couverture vaccinale commence à prendre de l'ampleur, mais il faut savoir qu'il y a eu quand même des enquêtes auprès de la population qui ont démontré que justement on avait une fausse idée que la vaccination contre la grippe, d'abord c'est vrai qu'elle ne protège pas à 100%, qu'elle protège à 60%, mais que la fausse idée c'est que la vaccination de la grippe donne souvent des grippes malignes dans le commun, dans l'état d'esprit des personnes. Donc, la nécessité d'avoir des campagnes de sensibilisation sont très importantes. Alors, chez le sujet diabétique, justement, la grippe a donné des complications beaucoup plus importantes. Des complications parce que ce virus, eh bien, il va adorer s'accrocher au niveau des alvéoles respiratoires et via justement cette hyperglycémie environnante, eh bien, comme on sait que les récepteurs cellulaires, ce sont des récepteurs qui contiennent du carbohydrate, eh bien, ce sont des virus qui vont bien s'attaquer au niveau de ces alvéoles et donner lieu à des complications destructrices avec des décompensations respiratoires, avec des complications cardiovasculaires et avec des surinfections bactériennes, et en particulier le pneumocoque ainsi que l'hémophilus et le staphylocoque. Eh bien, chez le diabétique, non seulement la grippe est plus fréquente, mais elle est plus sévère, plus de risques d'hospitalisation parce qu'il y a la décompensation du diabète, mais aussi à la décompensation de la pathologie cardiaque sous-jacente, et ce, c'est surtout chez le sujet âgé, et bien évidemment le risque d'augmentation, le surrisque de complications qui est aussi bien démontré. Alors parmi ces complications, la pneumonie virale aiguë. Alors il y a eu cette année, j'ai eu l'honneur de faire partie de l'Institut veille sanitaire de la grippe au niveau du ministère de la Santé. Et en fait, on a le traitement antiviral qu'on démarre dans des formes graves. Mais la question se pose, c'est ce traitement antiviral, ne devrions-nous pas le proposer aux personnes immunodéprimées, aux personnes diabétiques, dès les premiers symptômes? Parce que malheureusement, les patients qui arrivent en réanimation, les patients qui ont un syndrome de détresse respiratoire aiguë, eh bien souvent, les lésions sont là et le risque de séquelles, voire même de décès, est très important. Et enfin, concernant ce vaccin, alors est-ce que d'abord le vaccin est intéressant et est-ce qu'il est extrêmement efficace en cas d'infection par la grippe? Première question. Et deuxième question, quand on va voir des personnes, quel que soit leur âge, sur une période de 3 ans, on va voir quelles sont les personnes qui ont fait une grippe, mais qui vont se compliquer suite à cette grippe. Donc, des sujets d'âge moyen, 4700 personnes. Le tiers de ces personnes-là ont eu une surinfection et je ne vous cacherai pas que le pneumocoque, qui est le premier germe responsable de la surinfection pulmonaire, le pneumocoque, nous sommes aujourd'hui de plus en plus confrontés à la baisse de la sensibilité du pneumocoque à la pénicilline. Et on a souvent des formes virulentes, des formes invasives qui vont non seulement nous donner des infections bronchiolaires, mais aussi des infections parenchymateuses, mais aussi des septicémies à pneumocoque. Alors, surinfection par du pneumocoque, oui, mais quels sont les facteurs qui sont responsables de cette surinfection dans cette étude faite aux États-Unis? Eh bien, c'est bien évidemment le sujet âgé, c'est les patients institutionnalisés, qu'on appelle les EHPAD, les établissements de personnes âgées dépendantes, mais c'est aussi l'immunodépression avec un autre ratio qui est de 1,45. Alors, parmi ces patients qui ont une immunodépression, le diabète vient en premier avant l'insuffisance rénale. Donc, risque de surinfection, risque de pneumonie, risque de décès très important. Et puis, quand on voit tout ce qui a été fait, cette belle méta-analyse, on voit que parmi les facteurs gravissimes, les facteurs aggravant une infection par le virus de la grippe, et parmi les facteurs d'hospitalisation en unité de soins intensifs et même de mortalité, le diabète est retrouvé dans 80% de cas dans la méta-analyse qui a été faite pour la grippe H1N1 en 2009. Vous vous souvenez de la grosse pandémie de la grippe H1N1 où on a eu énormément de décès durant cette période-là. Alors, l'efficacité de ce vaccin dont je parlais depuis quelque temps, eh bien, ça a été bien démontré chez les sujets âgés, oui, mais chez les sujets adultes, diabétiques. Ce à quoi essayer de répondre ce travail. Donc c'est un travail qui a pris en considération toutes les personnes qui ont été vaccinées durant l'année 1999-2000 pour la grippe. Et on va voir un petit peu, parmi ces personnes qui ont été vaccinées, lesquelles ont été hospitalisées,
lesquels ont décompensé au plan cardiovasculaire, lesquels ont fait une surinfection et lesquels sont décédés. Eh bien, parmi ces 75 000 personnes, 9 000 patients sont diabétiques. Parmi ces 9 200 patients diabétiques, on avait à la louche 192 personnes qui ont fait ces différents facteurs aggravants, notamment l'hospitalisation et le décès. Qu'est-ce qui ressort? C'est que qu'on soit moins âgé, mais qu'on soit encore plus âgé. Les patients vaccinés versus les patients contrôle non vaccinés diabétiques et qui ont fait aussi ces complications-là. C'est une étude cas contrôle. Qu'est-ce qui ressort? Eh bien, le vaccin permettait de prévenir de façon indéniable, de façon statistiquement indéniable, toutes les pathologies pulmonaires, toutes les décompensations pulmonaires, toutes risque d'hospitalisation et sur risque de prescription médicale, toutes confondues, notamment antibiothérapie. Et enfin, on voit très bien dans ce travail-là que la vaccination chez les sujets diabétiques a permis de diminuer de façon significative, avec donc un index d'un intervalle de confiance qui ne croise pas le 1, de plus de la moitié des complications, toutes causes confondues, et d'hospitalisation, et bien évidemment de décès. Donc, oui, campagne de vaccination bien décelée, on a bien démontré que le vaccin contre la grippe, c'est assez recommandé, oui, très bien. Maintenant, y a-t-il autre chose à proposer? Alors là, je vais aller un peu plus vite parce que je crois que le temps ne m'est pas permis, ne me le permettrait pas, mais c'est juste pour vous dire avant de passer aux autres vaccins, c'est qu'on a bien démontré au jour d'aujourd'hui que c'est le tétravalent qu'il faut utiliser et non pas le bivalent ou le trivalent. Et aujourd'hui, au Maroc, nous avons eu l'année dernière, là maintenant, la souche vient de sortir il y a quelques jours pour le vaccin en 2020, c'est que en 2019-2020, c'est que le tétravalent est beaucoup plus efficace que le bivalent. Je passe rapidement chez les sujets diabétiques par rapport aux sujets non vaccinés. Je vais passer pour parler d'une autre pathologie, le pneumocoque. Les infections à pneumocoque, ça ne vient pas que chez les sujets qui sont diabétiques. Les infections à pneumocoque, c'est quand même 30 à 50% des pneumonies toutes confondues. L'infection à le pneumocoque, ça tue le sujet qui a des comorbidités, ça tue le sujet âgé, et on va voir ensemble que là aussi, on peut faire des choses et on doit faire des choses. Les réglementations, les guidelines, qu'elles soient américaines, qu'elles soient européennes, vont aussi dans ce sens. Alors, il faut savoir que chez un sujet diabétique, qui soit contrôlé, mais surtout a fortiori s'il n'est pas contrôlé, le risque d'infection à pneumocoque est très augmenté. Il est multiplié jusqu'à par 6 avec un risque de décès qui est très très important. Et la gravité de la pneumonie, de l'infection à pneumocoque chez le sujet diabétique de type 2, et là alors, désolé, je ne vais parler que du diabète de type 2, le diabète de type 1, c'est l'apanage de l'enfant et la vaccination du diabète de l'enfant ne change pas par rapport à l'enfant non diabétique, eh bien, la gravité chez le sujet diabétique qui fait une infection à pneumocoque est beaucoup plus importante par rapport aux patients diabétiques qui n'en fait pas. Donc, le pneumocoque, l'infection par le pneumocoque est un facteur prédictif de décès. Alors, est-ce qu'on peut le prévenir? Alors, il y a eu quand même énormément d'écrits à ce sujet. Le vaccin contre le pneumocoque doit être utilisé, doit être demandé, doit être indiqué chez le sujet diabétique. Pourquoi? Parce qu'il préviendrait le décès de 50%. Maintenant, quel vaccin utiliser? Alors là, je vais passer sur une étude qui a énormément fait couler beaucoup d'encre, et suite à cela, les recommandations ont changé quant à l'utilisation, enfin la façon, la mode d'administration du vaccin antipneumococcique. On sait que le pneumocoque contient un certain nombre de valences. Et on sait que le vaccin antipneumococcique, celui que nous avons chez nous au Maroc, et qui actuellement malheureusement est en rupture qui est en rupture de stock, étant le pneumo 23. Eh bien, on a bien démontré au jour d'aujourd'hui que quand on nous fait vacciner, quand on fait vacciner nos patients âgés, moins âgés, diabétiques, et là on a bien démontré l'intérêt, et il faut vacciner nos patients diabétiques pour l'infection par le pneumocoque, contre le vaccin pour l'infection par le pneumocoque, c'est quand on ne vaccine le patient que par le fameux vaccin à 23 valences, qui est un vaccin qui est conjugué, eh bien vous risquez de ne pas être très efficace. Ça a été bien démontré parce que le portage pharyngé du pneumocoque n'a pas été justement n'a pas été protégé. Le portage n'a pas été le pharynx n'a pas été protégé contre un portage pharyngé. J'y reviens. Pourquoi? Parce qu'on va voir ensemble que d'abord, vous avez, quand on parle de vaccination, deux immunités. Vous avez l'immunité à médiation humorale, mais vous avez aussi l'immunité mémoire, qui elle-même va justement
prendre en mémoire l'antigène, qu'il soit polysaccharidique, qu'il soit synthétique ou qu'il soit atténué du virus. Et donc, le pneumo 23 est un vaccin qui va utiliser une immunité humorale, certes, mais non pas l'immunité mémoire. Et donc, c'est pour cette raison qu'il faudra séquencer ce vaccin par 2 injections. D'abord, la première injection qui va comprendre 15 sérotypes, 13 sérotypes, pardon, qui s'appelle, je suis désolée, je vais parler de noms commerciaux parce que ce sont les seuls, qui s'appelle le Prévenard, qui coûte assez cher et qui n'est pas pris en charge par les patients qui ont le RAMED, malheureusement. Et 2 semaines plus tard, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va vous donner le pneumo 23 qui va donc englober les 10 autres séroprévalences. Alors, cette étude-là, où on a pris donc des patients pour justement qui n'ont pas d'infection, qui n'ont pas d'infection et qui n'ont pas été mis sous antibiothérapie 3 mois auparavant, et on a vérifié quel était l'intérêt de mettre justement le vaccin antipneumococcique. Eh bien, on voit que ce soit les infections pulmonaires, que ce soit les septicémies, le vaccin antipneumococcique permettait de prévenir la survenue de ces infections sur une durée de suivi de l'ordre de 36 mois. Et cette efficacité vaccinale, certes, on a tendance à dire que chez le sujet âgé, avec l'immunosénescence, le vaccin, en termes familiers, n'accroche pas. Certes, on aura une diminution de l'efficacité vaccinale, mais qui reste quand même tout aussi intéressante pour les plus de 85 ans, avec surtout un suivi sur les 3 ans qui a bien démontré chez les sujets vaccinés versus les sujets non vaccinés, qu'ils soient diabétiques ou non diabétiques, qu'ils soient âgés ou moins âgés, donc un meilleur contrôle et une faible prévalence de la survenue d'infections à pneumocoque et de septicémie à pneumocoque. Donc, deuxième message, la grippe, c'était assez clair, je pense, les choses sont assez claires, je ne vous apprends rien. Le pneumocoque, il doit faire figurer, il doit faire partie des vaccinations qu'on doit proposer à nos patients diabétiques. Troisième élément, et là aussi qui va altérer la qualité de vie de ces patients, Monsieur Heikel a parlé du sujet de 45 ans qui va décéder suite à des complications du diabète, et c'est vrai, c'est 30 ans de moins de gâchis pour notre pays. Et dire le nombre de patients qui justement décèdent assez tôt à cause du diabète. Parmi les complications, vous êtes les mieux placés que moi pour parler de la neuropathie diabétique. Et on sait que le zona est très fréquent chez le sujet diabétique, à plus forte raison quand il va devenir de plus en plus âgé. En France, c'est quand même 150 000 cas de zona, dont 15 000 chez le sujet diabétique. Et donc, je ne vous apprends rien en vous parlant des risques, des douleurs post-zostériennes chez un sujet diabétique qui a déjà une neuropathie sous-jacente. Et quand on voit un peu l'histoire naturelle de l'infection, on sait que nous avons du virus du zona et du varicelle et de la varicelle dans nos ganglions. Et que donc, au décours d'une immunosénescence, d'une immunodépression, d'un stress qu'il soit, on oublie de parler du stress, le stress catabolique, qu'il soit d'origine médicale ou pas, eh bien, on peut avoir une réactivation de ce fameux virus et donner lieu à un zona. Eh bien, justement, dans ce travail-là, très beau travail, qui a bien démontré que les patients, là c'est un travail chez les sujets âgés, mais je vais vous montrer bien évidemment dans un petit moment, un travail chez les sujets diabétiques, que quand on va mettre un patient âgé, en bonne santé, parce que je vous rappelle que le vaccin du zona est un vaccin vivant atténué qui est beaucoup plus puissant que le vaccin contre la varicelle et contre la varicelle. Alors, cette étude-là a bien démontré sur un suivi de 3 ans chez des personnes âgées de plus de 65 ans que non seulement c'était efficace, que ça permettait de baisser l'incidence du zona chez la personne âgée, mais ça permettait aussi de baisser l'incidence des douleurs post-zostériennes. Je vais peut-être faire une petite déviation. 80 ans, 50% de plus de risque de faire un zona à partir de 80 ans. Chez le sujet diabétique, le risque de faire un zona est très important. Sujet âgé diabétique, le risque est encore beaucoup plus important. Et bien justement, dans ce travail fait par 5, on a pris en fait un certain nombre de patients, de l'ordre de 300 000 malades, et dans lesquels nous avions 64 000 patients diabétiques. Et donc on a comparé les patients, c'est un travail de registre, diabétiques vaccinés contre ce virus, contre ce virus du zona, qui s'appelle le Zostavax, que nous n'avons pas au Maroc et j'espère que nous l'aurons dans les années à venir, eh bien, on a comparé les malades diabétiques vaccinés versus non vaccinés par rapport à la survenue de l'incidence du zona et des douleurs post-césariennes
sachez que le zona a protégé quand même de l'ordre de 50%, de 51%, le risque de survenue de zona, sans qu'on ait pu avoir de supériorité quant au type de zona. Est-ce que c'est un zona ophtalmique, sauf qu'on sait que le sujet diabétique et le sujet âgé, c'est surtout le zona ophtalmique qui arrive. Donc, deuxième vaccin à côté de la grippe, le vaccin contre le pneumocoque, le vaccin contre le zona a bien démontré son intérêt, mais aussi son innocuité par rapport donc à la prévention du zona chez nos patients. Une autre infection, et je vais rapidement passer sur les autres, c'est le tétanos. On sait très bien que le sujet diabétique est au risque de plaies cutanées, de fragilité cutanée, et donc plus exposé au tétanos. On a souvent tendance à oublier justement les rappels du tétanos. On a souvent tendance à les oublier, à tel titre que notamment en France, ce rappel de virus, que le vaccin contre le tétanos est devenu un vaccin obligatoire. Et donc, il faut savoir aussi mettre à jour les carnets de vaccination chez nos malades. Et puis, une maladie qui ne revient pas que chez l'enfant, n'est-ce pas, monsieur Gzim, surtout avec le cocooning chez la personne âgée, mais aussi chez la personne âgée diabétique, c'est la coqueluche. La coqueluche, elle prend un regain d'intérêt, elle intéresse de plus en plus les sujets adultes, mais aussi les sujets âgés, et on sait très bien que c'est une source majeure, nous en tant qu'adultes ou en tant que personnes âgées ou moins âgées, source majeure de transmission, qu'actuellement, dans les recommandations, le vaccin contre la coqueluche est demandé, devient obligatoire, que ce soit pour les professionnels de santé qui travaillent en milieu pédiatrique, mais aussi pour les professionnels de santé, mais aussi pour les personnes âgées, puisque ça permettrait de baisser de façon indéniable le risque de survenue de la coqueluche. Et c'est pour vous montrer les guidelines qui n'ont pas changé de 2017, américaines. Tout ce qui est jaune, c'est obligatoire. Et si on voit un petit peu, chez le sujet, quel que soit l'âge, on a la grippe, bien évidemment, on a le DT-Coq polio, mais aussi on a justement le zona. À partir de l'âge de 60 ans est devenu un vaccin obligatoire, notamment aux États-Unis. Pour le sujet adulte diabétique, quels sont les vaccins qu'il faut utiliser? Alors, ils ne sont pas obligatoires, ils sont recommandés. Je vais bien, dans un petit moment, vous faire partager les guidelines de l'ADA. Qu'est-ce qu'elle recommande comme vaccin? Elle parle de l'hépatite B, ce qui n'a pas été le cas pour certaines autres guidelines, pour lesquelles l'hépatite B, en fait, comme l'hépatite B, le vaccin contre l'hépatite B fait partie du plan national de vaccination de l'enfant, en général, les patients sont vaccinés, ou alors, quand le vaccin n'a pas été fait, voir la sérologie, voir des anticorps anti-HBS et éventuellement rattraper selon certaines situations, comme ça a été bien illustré dans certaines guidelines. Et enfin, le dernier rapport, les dernières guidelines de la vaccination 2019, notamment en France, où là, on voit très bien que le DT-Coq polio, il ne faut pas l'oublier, le vaccin de la grippe, on n'en parle plus, le vaccin contre le pneumocoque, on n'en parle plus chez les sujets âgés, mais chez les sujets à risque, et parmi les sujets à risque, nous avons le diabétique et enfin le vaccin contre le zona. Pour ce qui est du vaccin contre l'hépatite B, quand celui-ci n'a pas été fait durant l'enfance, il faudra qu'il soit rattrapé chez les sujets à risque. Et parmi les sujets à risque, nous avons le sujet diabétique. Tout comme vient de le dire, les guidelines, les guidelines américaines concernant donc le sujet diabétique, où à côté du vaccin contre la grippe, le vaccin antipneumococcique, avec justement les 13 valences, puis ensuite les 23 8 semaines plus tard. Et je peux, dans la discussion, vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment et surtout comment rattraper. Si nous avons un patient qui déjà a été vacciné par le pneumo 23, il est inutile d'utiliser les 13 valences initialement recommandées pour les patients non vaccinés. Et enfin, le vaccin contre l'hépatite. Alors, en conclusion, je dirais quoi? Je dirais que, certes, maladie grave, maladie fréquente, maladie grave quand on n'est pas bien prise en jeu, prise en charge, et maladie surtout à risque infectieux inhérent lié au dérèglement immunitaire, inhérent lié au mauvais contrôle de la glycémie, et surtout la méconnaissance. Quand on voit les travaux, il y a eu énormément, je n'ai pas eu le temps de vous en parler, travaux justement sur la couverture vaccinale de la population en général. Il faut savoir que dans les pays du Nord notamment, le pneumocoque, les patients ne sont pas vaccinés contre le pneumocoque. Il y a une méconnaissance du vaccin contre le pneumocoque qui est de l'ordre de 30%. La méconnaissance du vaccin contre le zona est de l'ordre de 70%. Or, les datas sont claires. Les datas ont bien démontré qu'il fallait absolument vacciner ces patients-là pour faire justement améliorer leur qualité de vie. Et chez nous, justement, à côté du vaccin contre la grippe,
incluons les vaccins anti-pneumocoques, incluons les vaccins contre le zona chez nos populations diabétiques. Et enfin, on a parlé du parcours de soins du diabétique. Je partage tout à fait pourquoi aussi mettre en place une fiche de vaccination pour chaque patient et qui soit partagée par tous les professionnels de santé qui seront amenés à prendre en charge ce malade. Et je vous remercie.